Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages. C'est bizarre comme les choses arrivent. Il y a un an, ils étaient encore en train de servir des pains surprises ou de verser du champagne dans des cocktails huppés, d'organiser des réceptions privées en tout genre, des pince-fesses corporate, au mariage en grande pompe. Ils sont maîtres d'hôtel, cuisiniers ou cuisinières, extras, serveurs, serveuses occasionnels mais réguliers pour des événements privés. Ils sont passés, comme dit Rémi Dibowski-Douat, qui les a rencontrés, dans les trous de la raquette. Entendez qu'ils n'ont pas été repêchés, ni sauvés in extremis, ni rattrapés en plein vol, ou plutôt en plein crash de la crise du Covid. Ils ne touchent ni n'ont touché pour l'instant pas un centime des 1000 milliards de dollars, enfin d'euros, débloqués pour soutenir les filières et les personnes les plus sinistrées. À la différence de leurs faux frères, les intermittents du spectacle, qui ont bénéficié, eux, d'une année blanche, qui leur permet de recharger leurs droits jusqu'en août 2021, ces travailleurs précaires-là, qui s'appellent aussi des intermittents, mais de la restauration, ou encore des permittents s'ils travaillent pour la même entreprise, occupent un angle mort du système. Comme leurs cousins trop éloignés, ces 15 à 20 000 personnes ont l'habitude d'alterner contrats courts et périodes d'inactivité. Et ils signent ce qui s'appelle des CDD-U, c'est-à-dire des CDD d'usage qui permettent à leurs employeurs de les recruter pour quelques heures ou plusieurs jours. Et jusque-là, la plupart d'entre eux ont bien jonglé et réussi à s'en sortir. Mais depuis le mois de mars, comme le souligne Le Monde en octobre, ils ne rentrent dans aucune case et ne bénéficient ni du gel des droits, ni du chômage partiel, du fonds de solidarité ou d'aucun emprunt garanti par l'État. Ils sont désespérés et invisibles. Nous leur avons donné la parole, tout de suite, 2 d'entre eux, travailleurs sans filet, au micro de Rémi Dibowski-Douat, Michel et Myriam dans Les Pieds sur Terre. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Je m'appelle Michel, je suis maître d'hôtel. Je suis ce qu'on appelle un intermittent de la restauration. Cocktail, réception, salon, dîner d'affaires, voilà, toutes ces choses qui ont besoin ponctuellement d'un certain nombre de personnel du métier de la restauration. Jusqu'en février, tout allait bien. C'est vrai que j'avais mes dates remplies. D'ailleurs, jusqu'en décembre 2020, tout était bien booké. J'avais réussi, en plus, à prendre une affaire supplémentaire. On avait plein de projets là-dessus. On avait beaucoup de mariages, beaucoup de cocktails. Il y avait plein d'événements. Et c'est vrai que, au fur et à mesure des années, on commence à se faire tout un réseau. Et ce réseau me permettait maintenant de travailler très bien. Juste pour bien comprendre le principe de l'intermittence, c'est qu'on a des contrats, on travaille. Donc on cumule des droits, ces droits vont jusqu'à 610 heures, et il y a des périodes dites creuses, parce que vacances scolaires, parce que autres, il n'y a pas d'événement. Si on réalise ces 610 heures, c'est l'allocation qui prend le relais à hauteur de notre salaire de référence. Donc à ce moment-là, en février, je suis à peu près entre 2005 et 3005 par mois, ma vie est plutôt bien, sauf que au mois de mars, on nous dit stop, on arrête tout. Or moi, le problème, c'est que au moment où ça s'est passé, je n'avais pas ces 610 heures et je me suis retrouvé avec une centaine d'heures seulement qui ne me permettaient pas du tout d'avoir des droits. Donc du jour au lendemain, j'ai réalisé que je n'avais rien. La seule chose qu'on m'a proposé, c'est 2 choses, le RSA et un dossier de surendettement. Donc avec ce confinement et avec ces non-mesures qui ont été prises pour nous, je me suis retrouvé effectivement de 3 000 € à 500 € par mois. Ça fait très mal.
Un mois passe, 2 mois passent. On regarde sur l'agenda, on voit que progressivement les missions sont annulées les unes après les autres. Là, on commence à se dire qu'il y a un problème. La seule chose, c'est que moi, les factures tombent. Là, j'ai le loyer, là, j'ai de l'assurance, là, j'ai bien sûr les pensions alimentaires, évidemment, puisque j'ai 3 enfants, mais j'ai quand même une vie compliquée. Les relances commencent à tomber, les résiliations commencent à menacer. Assurance voiture m'envoie un message comme quoi ils n'ont pas reçu le prélèvement de ma mensualité. Je les appelle pour leur expliquer qu'en ce moment la situation est très compliquée, je ne sais pas comment je pourrais les payer, je ne sais pas quand. Là ils me disent qu'ils comprennent bien, mais que de leur côté, si je ne paye pas, mon assurance sera résiliée. Donc c'est très compliqué de discuter avec quelqu'un qui comprend, qui compatit, mais qui ne réalise pas que c'est complètement impossible de faire ce métier sans voiture. Donc à ce moment-là, oui, donc on me dit, écoutez, désolé, mais là si vous n'avez pas d'assurance, on va résilier votre assurance. Donc bien sûr, j'emprunte, évidemment. Donc j'emprunte à des amis, j'emprunte même à des gens que je connais à peine, pour qui je leur explique que je leur rendrai par le travail. Et puis bien sûr, on ne peut même pas donner des dates de remboursement. Donc au bout d'un moment, forcément, les gens s'impatientent. Et là, c'est compliqué. À ce moment-là, je prends conscience que là, il y a quelque chose d'inédit qui est en train de se passer. Et là, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas comment faire, en fait. Vraiment. Après, c'est le quotidien, c'est ne serait-ce que remplir un frigo, ça a l'air de rien, mais quand on fait ses courses, quand on a ses habitudes, on achète un certain nombre de produits, on se rend compte après, aller regarder ailleurs ce qui se passe, donc on va dans des enseignes un petit peu plus bon marché. J'avoue que pendant bien 3 mois, j'ai mangé biscottes et lait. Voilà, c'est exactement ce que je mangeais tous les jours. Donc j'ai essayé de me lever tard le matin, parce que de toute façon on n'a pas de boulot, donc je me levais vers midi pour au moins avoir un repas du midi, et puis le soir j'achetais soit des soupes ou j'ai récupéré quelques légumes, parce qu'il y a à côté de nous quelqu'un qui a fait un jardin bio, et de temps en temps je passe, il me donne quelques fruits et légumes qui me passent comme ça gratos, connaissant ma situation. Donc du coup ça me permet de manger des fruits et des légumes un petit peu. Voilà. Après c'est social, c'est-à-dire qu'on a des amis, ces amis-là nous invitent. On est obligé de refuser, ou on trouve des excuses pour dire qu'on ne peut pas venir. Donc je suis pas bien, il m'est déjà arrivé même une fois de dire que j'avais le Covid, pour qu'on arrête de m'appeler pour venir boire un verre ou pour passer des soirées. Donc socialement, on s'isole parce qu'il y a l'orgueil aussi, qui est là aussi, de pas vouloir reconnaître, de pas le dire. Donc à part mes enfants, je n'ai que ça comme famille, puisque je viens de la DAS aussi, donc j'ai été amené à me sortir de pas mal de fois de situations, celle-ci étant la plus compliquée. J'ai 2 filles que j'assume tant bien que mal. Alors maintenant, après, il y a un problème de pension alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne paie plus les pensions alimentaires, on est un petit peu moins considéré, en tout cas pour les séparations où ça se passe pas trop bien. Donc du coup, je vois mes filles un week-end sur 2, alors qu'avant je les voyais une semaine sur 2. J'ai beaucoup moins de sorties aujourd'hui. C'est vrai que je suis un peu cloîtré chez moi à regarder ce qui me reste d'ailleurs. Voilà, il y a des choses qui ont bien disparu. Parce que l'autre moyen de trouver de l'argent également, c'était de revendre toutes les choses que j'avais acquis jusqu'à maintenant. Donc regardez, je vous ai fait une petite liste que j'ai réussi à vendre. Alors j'ai vendu la télé de mon salon, qui était une belle télé qui prenait tout l'espace. Qu'est-ce que j'ai revendu encore? J'ai vendu le four, parce que pas nécessaire. Maintenant je fais ça avec les poêles. J'ai vendu des vieux appareils photo aussi que j'avais en collection, qui étaient très beaux. Et ça m'a fait un peu mal au cœur, j'avoue. Puis j'avais une PlayStation pour mes enfants aussi que j'avais acheté, que j'ai revendu également. Donc voilà, maintenant je suis avec le minimum. Je sais pas, je regarde un petit peu autour de moi. J'essaie à chaque fois de me dire ce que je peux revendre. Voilà, pour l'instant j'ai gardé ma guitare. Ça me permet au moins de passer des petites soirées sympas. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Vous voyez, c'est du minima. Voilà, tout ça m'ont permis déjà d'arrêter ma descente déjà, donc je suis aujourd'hui dans les moins 1000 euros dans le rouge à la banque. Donc aujourd'hui je mange pas que des biscottes et que du lait, ça a duré juste 3 mois. Là aujourd'hui je peux encore enfin m'acheter un petit peu de marque. C'est vrai que j'ai été tenté, on m'a proposé l'aide alimentaire. Alors, encore une fois, c'est une histoire d'orgueil, c'est que ça met un coup de pied au cul quand même, à un moment quand on va se retrouver avec des gens qui peut-être eux vivent ça au quotidien pendant des années. Je voulais pas gonfler les rangs non plus, donc du coup ça, on met son orgueil de côté et puis on passe sur le bon coin et puis on vend ses choses. Donc aujourd'hui
Je me suis fait un petit pécule de côté, voilà, c'est un petit peu de cash. Je dois avoir à peu près 400 € de cash qui va me durer jusqu'à ce que le gouvernement va nous annoncer très bientôt des mesures qui vont un petit peu nous sauver de la situation. Ouais. J'ai changé 3 fois de vie. Avec la mère de ma fille, j'ai monté une agence événementielle. Le 11 septembre est passé par là. On ne bossait qu'avec les boîtes américaines. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à fermer la boîte puisque plus personne voulait faire d'événements à cause du 11 septembre. Bon, j'ai dû rebondir. Ensuite, j'ai monté un restaurant. C'est pourquoi je suis venu à la restauration. Un restaurant essentiellement axé sur la surdité. J'ai monté le premier restaurant en langue des signes. Voilà, j'ai embauché des sourds que je formais à la restauration. Et j'avais le premier restaurant en Europe qui est essentiellement axé sur la culture sourde. Et là, à ce moment-là, la crise de 2008 est passée par là. J'ai dû fermer mon affaire parce que j'avais pas de clients. 2 fois. Et là, je continue dans la restauration. Je monte un réseau de maîtres d'hôtel. Enfin, avec le temps, je fais en sorte que, ça y est, je commence à être bien connu dans le milieu. Je maîtrise et je peux enfin trouver des affaires. Je me blinde toute l'année jusqu'en décembre. Et là... un virus vient encore une 3e fois me couper l'herbe sous le pied. Ouais, il y a un moment, quand on parle d'avenir après, après on n'est plus sûr de rien après ce genre de choses. Après 3 fois où vous recommencez votre vie, je vous cache pas que y a des pensées obscures à ce moment-là. Depuis ma naissance, je me bagarre pour vivre, pour exister en fait. Et quand on arrive à l'âge que j'ai, c'est plus pareil de recommencer sa vie. Quand on nous disait c'est pas grave, vous rebondissez, mais trouvez n'importe quel boulot, ou quand on entend des phrases du gouvernement du style que le travail se trouve sur le trottoir d'en face, il arrive un moment où on n'est plus dans le marché, où finalement on se base sur nos acquis. Pour l'instant, les acquis pour moi, c'est mon métier, c'est maître d'hôtel. Je peux plus changer de vie. Enfin, je le sais, je le sens aujourd'hui que je ne peux plus refaire ma vie. Donc si on nous laisse pas bosser, et si les choses durent trop longtemps, oui, il y a un moment où on a envie de baisser les bras, quoi. Et j'ai eu des pensées obscures, ça c'est clair. On se dit, mais pourquoi tout ça en fait ? La structure même de notre société ne comprend même pas qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et qu'on ne considère si peu. Ouais, ça fait du mal. C'est juste le fait d'être considéré pour ce qu'on fait et pour ce qu'on apporte, en fait. Parce qu'il y a toujours ce sens de la vie, on se dit, mais on sert à quoi finalement ? Moi, je sais, tous les matins, quand je me lève, à quoi je sers. On nous a sortis du système des intermittents du spectacle. Mais finalement, on fait du spectacle, nous aussi. On est exactement la même chose. Quand on prépare les choses et quand le rideau s'ouvre et qu'on arrive en salle et qu'on fait un service de qualité, on fait du spectacle. On vend du rêve, nous aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on serait différent des intermittents du spectacle ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes droits ? Pourquoi on nous ignore ? Pourquoi est-ce qu'on fait partie d'un plan ? Mais d'un plan pour économiser quoi, finalement ? Si on voit le drame, là, j'apprenais encore là qu'une restauratrice et une autre personne qui a monté une boutique, ils se sont toutes les 2 suicidés le même jour, le 16 novembre. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire, finalement, pour qu'on parle de nous, pour qu'on nous donne la parole ? Est-ce qu'il faut arriver à des extrêmes pour qu'on nous écoute, en fait ? C'est ça qu'il faut. C'est que on nous écoute même plus, on nous juge par nos actes et non pas par ce qu'on pense. C'est ça qui est surréaliste dans ce pays aujourd'hui. Voilà. Je m'appelle Myriam, j'ai 40 ans, donc je suis mère de 2 enfants, 2 petits garçons. Je suis mariée donc à Julien qui est chef cuisinier en contrat fixe. J'ai élevé donc mes 2 enfants, j'ai eu une carrière dans le secrétariat en tant qu'assistante de direction. Après avoir donc élevé mon 2e enfant, j'ai décidé de me reconvertir à un autre métier.
Et en parlant avec mon mari, on a trouvé la solution. Il m'a dit pourquoi tu fais pas des extras, c'est-à-dire qu'on a une activité en contrat court à la vacation. On a des contrats de 6 heures, parfois de 8 heures, parfois de 13 heures, de nuit, de jour, en week-end. C'était une réorganisation par rapport à nos enfants, par rapport aux horaires. Mais c'était un sacrifice qui était essentiel pour moi parce qu'il fallait que je rencontre du monde, que je me sente vivante. Dans l'événementiel, en tant que maître d'hôtel, c'est vrai qu'on peut être amené à travailler pour des ministères, des musées. Je travaillais pour le musée Grévin, à Quai Branly pour le musée Jacques Chirac, HEC. J'ai fait des grandes écoles et des beaux endroits. Donc c'était une période faste pour moi puisque j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans. J'avais travaillé avec plusieurs traiteurs en Ile-de-France, des traiteurs réputés, qui m'appelaient à la demande. Au début, j'étais pas formée, j'ai appris sur le tas. Et je suis presque devenue addict. C'est-à-dire que c'était vraiment ce qui me correspondait, parce que j'adore rencontrer du monde. Et ce qui m'a plu justement, c'est de servir à quelque chose. J'avais tous les jours une équipe différente. Ça changeait tous les jours et on était aussi respectés, parce qu'on a quand même une tenue, on a une prestance, c'est tout un monde en fait. Et quand je rentrais à la maison, j'avais toujours quelque chose à raconter à mon mari. Un plateau qui tombe, des verres cassés, des gens qui glissent, ou des attentions, des compliments de gens qu'on a servis. Pour moi, c'était une gloire, vraiment. Et j'ai enfin, au bout de 20 ans de carrière, trouvé ma voie. Donc en tant que CDDU, j'avais fait mes 610 heures, j'étais censée avoir mes droits et qui me permettait d'aller jusqu'au 31 mai. Mois de mars arrive, je fêtais mes 40 ans et mon mari, pendant donc 2 années avant le mois de mars, a mis de côté des sous à mon insu pour m'offrir un beau voyage. Parce qu'on avait plus ou moins achevé nos travaux, qu'on avait un bon rythme de croisière, que tout allait bien en fait. Et ça allait tellement bien que donc du coup il a prévu le voyage pour aller à Cuba. Et bref, c'était mon rêve de partir. Et il m'a fait la surprise exactement le dimanche 15 mars. On partait une semaine après, le jour de mon anniversaire, le 21 mars. Tout était prévu, mes beaux-parents devaient venir garder les enfants une semaine. Il avait mis 1 000 € exactement de côté pour notre enveloppe de faux frais. Là-bas, les petites dépenses, les souvenirs, voilà. Et le 16 mars, monsieur Emmanuel Macron nous annonce que nous sommes en confinement. Qu'on ne sortira plus de la maison, qu'il n'y a plus de voyage. Et là, il y a tout ce qui s'écroulait autour de moi, en fait. Comment on va faire mois de mai, c'est la fin des droits. Si je bosse pas, si j'ai pas mes heures, comment on va payer notre crédit? Lui, il est en chômage partiel, on a fait le calcul, 15% en moins. Moins de vac le soir, comment on va faire, quoi? Le mois de mars démarre, donc on se confine. On a joué le jeu, les enfants sont pas sortis de la maison, on a de la chance d'avoir un jardin. Donc au début, c'était un petit peu la fête, on a fait des barbecues, on a profité, on a fait des jeux tous ensemble, le moral allait bien. Les jours passent, les mois passent, les droits sont prolongés pour nous jusqu'au 30 mai. Mais derrière, il faut se nourrir. On était 4 à la maison, il fallait dépenser beaucoup plus. Et là, on a vu le pouvoir d'achat s'amoindrir de jour en jour. À l'époque, tout en travaillant correctement, c'est-à-dire à raison de 12 jours par mois, j'étais à 1 900 voire 2 000 €. Quand j'arrivais à faire 15 vacations, 16 vacations, je pouvais aller jusqu'à 2 400 €. Ce qui est un très très bon salaire. Mon mari, en faisant 3 vacations par semaine en plus le soir, arrivait à se faire facilement 2 800 € par mois. Donc les deux cumulés, on avait... C'est pas un train de vie, voilà, mais on pouvait sortir, on pouvait, si on avait envie de commander une pizza, le faire, emmener les enfants à la piscine. Voilà, on mettait un peu de côté, mais sans trop se poser de questions. Donc tout allait bien. Donc à partir du moment où il y a le confinement, moi je me suis retrouvée donc avec mon pôle emploi de base, donc mes droits, qui étaient à l'époque de 1 700 €. Donc c'était très correct. Mais mon mari, lui, a perdu une grosse partie de son salaire puisqu'il est redescendu lui aussi à 1 700 €. À deux, on était donc à 3 400 € à peu près. On a aujourd'hui des charges qui s'élèvent à plus de 2 000 € par mois. C'est des charges fixes. Donc le crédit de la maison, l'électricité, l'eau, la taxe foncière, la taxe d'habitation, toutes les traites qu'on peut avoir au quotidien. Donc mon mari avait mis de côté pour notre voyage. Cet argent,
Il a été bouffé pendant tout le confinement. Arrive le mois de mai. Voyant la situation continue par rapport au Covid, le confinement, c'était encore compliqué. J'ai voulu tout de suite appeler l'intérim pour savoir s'il y avait des possibilités de travailler. On m'a dit non, il n'y a pas de boulot. Pour l'instant, c'est soit du télétravail, soit des contrats en CDI. Donc on ne recrute pas. Je me suis inscrite sur le site Indeed, c'est une plateforme de l'emploi. J'ai postulé, aucun retour. Et donc j'ai à ce moment-là appelé la banque pour lui expliquer la situation. Alors il m'a dit, madame, écoutez, je vais essayer d'en parler avec le directeur. Nous, ce qu'on peut vous proposer éventuellement, c'est de faire une pause sur votre crédit pendant 3 voire 4 mois, ce qui vous permettrait, le temps que le Covid peut-être disparaisse, de trouver un autre emploi ou de trouver un autre contrat. Quand on arrive au mois de juin, plus de revenus de mon côté. Donc, quand on est un couple avec 2 enfants et qu'on a un revenu à peu près de 5 000 € par mois, et qu'en 4 mois, on tombe à un revenu de 1 700 € par mois, c'est la descente aux enfers. On n'a jamais connu ça. Parce qu'en fait, mon mari et moi, on a toujours fait en sorte de se débrouiller pour travailler. On ne s'est jamais endetté. S'il a fallu parfois dormir 2 heures la nuit pour aller bosser, je l'ai fait. Mon mari, c'est pareil. Mais là, plus aucune possibilité de faire rentrer de l'argent. J'ai essayé de mettre sur Internet, de vendre des biens à nous, des objets à nous, mais 20 €, 30 €, 40 €, ça va me ramener quoi? Puis on est confinés, les gens ne peuvent pas venir, on ne peut pas faire d'échange de matériel, c'est compliqué. Donc si vous voulez, tout était fait pour nous accabler. Il faut savoir qu'on est des millions aujourd'hui de personnes qui font usage de CDD et on est donc du coup des millions dans la précarité. Et c'est dramatique. Donc voilà, on a eu cette chance d'avoir 4 mois de pause dans notre crédit. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. On a encore aussi eu la chance d'avoir acheté une maison peut-être au bon moment. C'est quelque part notre salut. Mais arrive août, où on n'a toujours pas de revenus, Dieu merci, j'ai pu faire quelques vacations et mon mari aussi. Et ça m'a permis de réouvrir des droits. J'ai cumulé 615 heures, c'est simple, ça m'a ouvert des droits jusqu'au mi-janvier. Et là, par contre, la banque nous a dit, il n'y a plus de pause possible puisque le crédit a repris au mois de septembre. Donc ça veut dire que depuis le mois de septembre, on est plein pot. Et qu'on a tous les rappels des impôts. Parce que les impôts se basent, eux, sur 5 000 €. Et ils ne se basent pas sur 1 700 €. Nous, on n'a jamais demandé d'aide. On n'a jamais demandé l'APL. Pourtant, on a eu des périodes où on aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Parce que c'était, entre guillemets, trop facile. Fallait qu'on se pousse, en fait. Fallait qu'on soit forcé de travailler, on l'a fait. Et là, aujourd'hui, on a demandé le RSA, on nous l'a refusé. J'ai demandé les ARS, c'est une aide, en fait, de fin de droit de chômage au Pôle emploi. On me l'a refusé. Parce que trop de revenus. Parce qu'une fois de plus, on se base sur les années précédentes, où c'était une situation pérenne. Et là, il y a tout qui se bouscule, en fait, dans nos têtes. Une maison, des enfants. Qu'est-ce qu'on va leur donner à manger? Est-ce que la banque va venir nous saisir la maison? Est-ce que on va attendre les courriers des huissiers? Est-ce qu'on appelle les impôts et on fait une pause sur les prélèvements? On aurait pu, mais c'est juste reculer pour mieux sauter. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, je me dis, bon, on arrive au mois de septembre, on a peut-être une chance que l'activité reprenne. Je croise quelques collègues qui me disent, mais non, ça reprendra pas. Ça reprendra pas parce qu'en fait, ne serait-ce qu'un traiteur, pour monter un dossier, il lui faut au minimum 6 mois suite à une commande. Donc si on compte 6 mois, ça veut dire qu'au mois de mars, on n'est même pas sûr d'avoir des contrats. Quand on me dit ça, c'est la douche froide, puisque moi je comptais sur ça. Et la deuxième douche froide, c'est que l'employeur donc de mon mari explique qu'ils ne peuvent plus prendre de CDD. J'ai travaillé sur un site avec mon mari à Bougival de manière régulière, où j'étais bien payée. Et je comptais aussi sur ça. Ils sont obligés forcément de privilégier en interne donc les gens qui sont en CDI. C'est-à-dire que mon mari pouvait travailler, puisqu'il était en CDI chez son employeur, mais tout ce qui était CDD, donc comme moi, il pouvait plus faire appel à moi. Donc mois de septembre, quand on m'annonce ça, c'est déjà costaud. Mais quand ensuite à la télé, on nous annonce qu'on est reconfiné, là, c'est pas possible en fait. Pour moi, à ce moment-là, je me dis, j'ai plus du tout d'espoir.
Passe le mois d'octobre, arrive le premier paiement. On me verse 895 €. Parce qu'il faut savoir que quand on travaille et qu'on a le Pôle emploi, toutes les heures qui sont travaillées sont déduites du Pôle emploi. C'est des montants qui ne sont pas cumulables. On m'a déduit les mariages que j'ai pu faire le mois d'août, ce qui est normal. Et il est toujours 1700 € de mon mari, puisqu'il était toujours en chômage partiel. Je me suis dit, on a deux options. C'est soit on a une aide magique qui arrive, un miracle, et on nous dit, on va vous donner une année blanche, vous, les CDD, on va vous aider, on va vous soutenir, on va débloquer des fonds, quitte à rendetter le pays, oui. Soit je me sépare de ma maison. C'est très dur à envisager, j'ai ma famille à côté, je suis très très proche de ma famille. C'est une maison qu'on a construite de A à Z avec l'aide de la famille. Le moindre petit objet a été peint par nos soins, la moindre bout de planche a été poncé par nos soins. On a bossé comme des acharnés pour cette maison, dans une ville qui est la mienne puisque j'y ai toujours vécu. On a des habitudes, certes, l'Île-de-France c'est compliqué, certes il y a du stress, mais c'est une ville qui me plaît et j'y suis bien, mes enfants ils sont bien, ils sont dans l'école que j'ai moi-même fréquentée. En gros, on était dans une jolie bulle en fait. Notre maison, c'était notre paradis en fait. Et un matin, je me posais toutes les questions, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution ? On n'a plus de finances, on n'a plus d'argent de côté, on a les créances qui courent, on n'a pas de travail, on n'a rien. Et puis du coup, voyant que ça s'arrangeait pas, je suis partie sur internet et j'ai regardé le prix des maisons sur Saint-Ouen-le-Monde, la ville où on habite, pour savoir combien on pourrait en retirer pour sauver notre peau. Est-ce qu'elle serait vendable ou pas ? Parce qu'il faut savoir que nous on a le train qui passe à côté, on est dans une impasse. Je me suis posé toutes ces questions. Et je suis revenue encore le soir en me disant non Myriam, on peut pas vendre, on peut pas quitter la maison. Mais l'idée elle revenait. Donc mon mari rentre, je lui en parle, il me dit mais comment ça tu veux vendre la maison ? Je lui dis oui, on a peut-être la possibilité de faire une plus-value, de pas avoir la banque qui vient de nous saisir la maison. Donc si on récupère quelque chose, est-ce que ça nous permettra de nous loger ? On sait pas. Mais du coup on a contacté une agence immobilière. On pensait pouvoir la vendre un peu plus cher, malheureusement on n'est pas dans un quartier les plus beaux de Saint-Ouen-le-Monde. Mais on va récupérer peut-être, si bien sûr la maison peut se vendre, parce qu'il faut savoir que les visites sont interdites. Mais il faut aussi savoir qu'une vente, elle se fait en 90 jours au minimum après signature d'un compromis de vente. Et nous, on n'a pas ces 90 jours. Voilà. Donc on va vendre notre maison. Et on va quitter notre région. Très certainement. Parce que juste de le dire, en fait, juste de dire le mot vendre, c'était pas dans nos projets, en fait. On a acheté une maison pour y vivre. On était heureux comme on était. On était même très heureux. It's a wide ocean and the tides in motion and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town, down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known. C'était Des travailleurs sans filet, un reportage de Rémi Dibowski-Douat réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Myriam, Michel et Hassen, à notre stagiaire François Bréus et à Mélissa Foust qui est l'attachée de production des Pieds sur Terre.